Bilan à mi-parcours du quinquennat du président Patrice Talon. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le débat du jour sera essentiellement consacré au volet judiciaire. À tête grave à l'office du juge et à l'indépendance de la justice, émission flagrante de l'exécutif dans la conduite de certaines affaires. On se rappelle, comme si c'était hier, ces lignes de l'inoubliable communiqué du 4 mai 2018 signé l'Union nationale des magistrats du Bénin. C'était au lendemain de l'intervention du garde des Sceaux au sujet de la mise sous mandat d'arrêt du député Attao Mohamed Renouho. Une prise de position de l'UNAMAB qui, en son temps, en a ajouté au doute de bon nombre de justiciables quant à l'impartialité de la justice béninoise. Et plus les jours passent, ils sont nombreux à percevoir la justice comme une machine pratiquement aux mains de l'exécutif pour réprimer, broyer les insoumis. La justice béninoise, aux ordres, à l'ère du nouveau départ, peut-on vraiment le dire? De son indépendance, qu'est-ce qu'on peut en définitive retenir des réformes introduites à ce niveau? Quels en sont à ce jour les impacts? Ce sont là, mesdames, messieurs, entre autres grandes lignes de l'émission du jour. Des hommes de droit pour nous édifier sur ces questions et bien d'autres, bien évidemment. Tellement débat, appel, appareil, voilà, judiciaire béninois. Un pouvoir ébranlé sous la rupture. Un regard donc croisé, en ma compagnie. Pour l'instant, analyse, Maître Aboubakar Baparapé, avocat au barreau du Bénin. Il est le président de l'ODHP, l'Organisation des droits de l'homme et des peuples au Bénin. Maître Aboubakar Baparapé, bonjour. Bonjour et merci de m'avoir invité. J'avais hésité un peu, mais finalement, je crois que j'ai raison de venir. Oh, déjà. Alors, merci. Ça fait plaisir de vous recevoir. Un plaisir aussi, j'imagine, pour nos téléspectateurs. En face de vous, il est Kofi Dia, un habitué de ce plateau. L'homme, une fois encore, a marqué sa disponibilité pour apporter son grain de sel à ce qui se fera aujourd'hui. Juriste, il est analyste politique. Il paraît que justice et politique se côtoient. On va essayer de démêler ensemble les chevaux. Il est Kofi Dia, bonjour. Bonjour. Et merci de répondre aussi à notre invitation. Merci, toujours fructifié. Ok, heureux de le savoir. Oui, les jours passent, et si vite. 2016, c'était comme si on venait juste de passer l'étape. 2 ans et demi déjà passés, encore 2 ans et demi au chrono. Mais un bout de chemin a été parcouru. Et l'appareil judiciaire béninois a connu aussi son lot d'exploits, peut-être aussi de désarroi. Des jours tumultueux, c'est sûr, la justice béninoise en a connu depuis 2016. Aujourd'hui, le temps est à l'accalmie, peut-être une accalmie d'apparence. Il est Kofi Dia qu'à l'heure du bilan, à mi-parcours, sur le nouveau départ, quel est le regard que le juriste porte sur ce levier important de développement, la justice béninoise? Mon regard est sombre et lugubre, pour la simple raison que on espérait enfin une justice fortement indépendante, parce que l'homme candidat à l'élection présidentielle nous a fait rêver et a dénoncé une justice aux ordres du pouvoir et à Iboni, allant jusqu'à qualifier l'État béninois d'État voyou. Et l'homme a dénoncé le non-respect des lois de la République. Et quand vous avez un candidat aussi éloquent, aussi simpliste et choisissant les mots pour peindre les idées, vous ne pouvez que rêver d'une justice enfin indépendante. Loin d'être indépendante, elle est totalement dépendante de ce dernier. Qui, excusez le mot... Totalement, dites-vous? Totalement dépendante de ce dernier. Qui, excusez le mot, apparaît comme un agneau pendant les élections et se présente maintenant comme un monstre en plein exercice de son mandat. Voyez-vous, la justice est aux ordres de l'exécutif, pour la simple raison que l'émission de l'exécutif dans les décisions prises par les juges et les magistrats, elle est flagrante. Le législatif, déjà,
vassalisée, la justice caporalisée, les magistrats sont entre les mains. Alors que, tel que nous a enseigné dans les facultés du droit, la justice, la maison du droit est un troisième pouvoir. Mais ce pouvoir est fragilisé par les politiques qui veulent coûte que coûte le contrôler. On reviendra sur certains éléments pour apprécier ce que vous dites. J'aimerais bien demander à l'homme de droit, c'est quoi le regard que lui porte avec beaucoup de sérénité qui le caractérise d'ailleurs, à ce que les gens disent aujourd'hui de l'appareil judiciaire béninois. Merci Joël, et je réaffirme, je réitère mon remerciement parce que c'est au pied levé que vous m'avez invité, c'est à votre décharge, vous m'avez souvent invité, mais nos agendas n'arrivent pas à s'accorder. Et quand j'ai reçu votre invitation vers 23h, j'ai dit, mais justice, j'ai dit, ben, ok, je viendrai. Je viendrai parce que, quelque part, j'étais un peu comme enceinte de tout ce que j'ai vécu en tant que praticien du droit. Et praticien du droit, défenseur des droits de l'homme et acteur politique. De ce que je vis, le peuple vit, nos clients vivent avec la justice béninoise. Alors, on se demande bien si c'est effectivement l'état de droit pour lequel nous, vétérans de la lutte contre la dictature, et avions fait pour qu'aujourd'hui soit. On se demande, je me demande, si c'est vraiment notre cher Bénin qui a combattu pour défendre les droits, n'est-ce pas, du président Patrice Talon, alors qu'il était l'objet de malmenance de la part du régime Yahi, avec tentative de coup d'État, et tentative d'empoisonnement, et Yahi, Miledi, etc. Mais écoutez, cette même justice qui a eu à rendre des décisions de non-lieu au profit de ce monsieur, avec des avocats qui l'ont défendu, qui ont dénoncé, n'est-ce pas, les dérives dictatoriales, donc du régime défunt. Mais écoutez, on se demande bien si nous sommes dans cette république-là, qui est une république moderne, parce que je dis toujours, et je le revendique, nous sommes, à défaut d'être des fondateurs de la République nouvelle, les précurseurs de cette République nouvelle, parce que nous y avons donné notre sang, nos vies, nos vies, notre jeunesse, je viens. Et donc, alors, est-ce qu'il s'agit de cette République? Quand vous posez cette question, je vais vous poser la question. Vous allez finir, mais je dis... avec votre micro. Non, il n'y a pas de problème. Je ne vous interromps pas, mais vous dites quelque chose, les téléspectateurs qui ne sont pas là veulent savoir. Vous êtes désabusé ou quoi? Non. Laissez-moi. Je me demande si c'est bien cette République moderne que nous avons, et le Parti communiste et tout le peuple, nous nous sommes mis à construire, nous avons mis tout ce que nous avons de plus cher en nous-mêmes. Mais c'est au-delà du sacrifice, c'est de la générosité. Que c'est cette République nouvelle-là, c'est de ça qu'il s'agit. Permettez ce complément. C'est d'une république important. C'est d'une république bananière. Comme votre invité ici, et le professeur Babo, qui est aussi un confrère, un ami à moi, s'agit-il aujourd'hui d'une république barbare? Vous me connaissez la République? D'une république bananière. Et il y a bon banania, où il n'y a pas de loi. Vous parlez du Bénin ou vous parlez de notre État? Oui, où c'est de la loi, c'est le royaume du Robinson Crusoe, où celui qui a le pistolet, c'est lui qui impose sa loi. C'est de ça qu'il s'agit. Maître Paparapé, je vous demande, vous parlez du Bénin ou bien de notre État? Mais écoutez, je dis bien béninois, je dis, mais s'agit-il de mon Bénin pour lequel nous sommes battus? Ou s'agit-il d'une autre république bananière
Vous permettez, chers téléspectateurs, Maître Baparapé, comme vous l'avez pu le constater, une république de compradors et d'intellectuels. Casquette. Oui, c'est l'homme de droit, le praticien de droit, avec votre permission. C'est le praticien de droit, c'est vrai. C'est le défenseur des droits humains, c'est l'acteur politique. C'est à raison, nous l'avons invité pour mieux comprendre les récriminations des uns et des autres. Les populations se trompent-elles avec leur regard sur l'appareil judiciaire actuel? Que se passe-t-il? Le praticien, comment vit-il au quotidien le travail qui est le leur? Il parlait tout à l'heure du Parti communiste du Bénin. Faudrait-il encore le souligner? Ce fut l'un des partis ayant accompagné, et avec la manière, Patrice Talon, alors candidat, devenu aujourd'hui président de la République. Et les gens nous demandent toujours, nous disent toujours, Monsieur Joël, il dit, mais de quoi vous plaignez-vous? On vous dit ça? Oui, de quoi vous Parti communiste là, de quoi vous plaignez-vous? Mais c'est vous vous l'avez soutenu, non? Et c'était pour la première fois dans l'histoire du Parti communiste où il prenait position, n'est-ce pas? Entre deux bourgeois, deux candidats et capitalistes, parce que nous venons du Parti communiste. Donc, faire le choix, n'est-ce pas, de quelqu'un qui est de notoriété, un comprador. Ce n'est même pas un simple bourgeois comme ça, donc avec quelques miettes de milliards. Mais on dit que c'est le plus riche du Bénin. Donc, c'est un super comprador, un multimilliardaire, en tout cas présumé. Alors, mais vous, communistes, qu'est-ce que vous allez chercher? C'est une alliance contre nature. Mais aujourd'hui, pourquoi vous vous plaignez? Mais on dit, moi, sur un plateau de télé, il n'y a pas... On l'entend, oui. Je dis, mais si c'était à recommencer, pour soutenir dans les mêmes conditions, entre Patrice Talon et encore un autre candidat, parachuté directement, aéroporté de l'Élysée, eh bien, monsieur Joël, nous sommes prêts à recommencer, parce qu'il s'agit d'une question de patriotisme. Mieux vaut avoir, n'est-ce pas, un fantôme de chez toi. Mais on revient sur le sujet qui nous réunit, l'appareil judiciaire béninois. C'est de ça qu'il s'agissait. Et je dis, quand le Parti communiste a soutenu Patrice Talon, c'est pour des raisons patriotiques. Mais ce n'est pas un chèque à blanc délivré au candidat devenu président Patrice Talon, donc pour remettre en cause. Mais tout ce que non, évolue un peu dans le dossier. Ce n'est pas un chèque à blanc. La justice reste un appareil à part entière. Oui. La justice reste un appareil à part entière qui dispose de ses leviers, bien sûr, avec ses acteurs. Très bien. Est-ce que l'homme de droit ne fait pas dans de la fuite en avant en allant indexer le chef de l'État, vous, acteur de la justice? Que faites-vous pour maintenir la maison? Mais bien sûr. Bien sûr. D'abord, je suis très très content quand vous avez dit Kofi Jazz. Bon, oui, Kofi Jazz, vous avez l'habitude d'entendre la voix. Je ne le connaissais pas et c'est pour la première fois. Ben, je me disais que le débat sera véritablement d'un haut niveau. Oui. Et parce que je pensais que bon, il viendrait dire non. Allez-y. Donc, on vient de commencer. Et puis bon, après ce qu'il a dit, je me demandais, mais qu'est-ce que moi j'allais dire? Ah bon? Il n'a dit que deux mots. Vous allez le suivre tout à l'heure. Vous allez peut-être le méconnaître. La fibre de l'avocat m'a mené donc à développer mes propres idées. Et ce que je vis, ça vient des tripes. S'il ne s'agit pas ici de la politique, vous ne m'avez pas invité pour faire de la politique. Non, c'est l'homme de droit, oui. Vous ne m'avez pas invité pour faire de la politique, mais pour apprécier une situation dans un secteur déterminé. Tout à fait. Vous comprenez? Il s'agit de la justice. Mais la justice ne peut pas être, comment on appelle, extraite du contexte politique national. C'est vrai. Alors, donc, si vous plaignez aujourd'hui de la justice, c'est que la justice s'est insérée dans un contexte politique national et face à laquelle on ne la reconnaît plus. Vous aussi, vous ne reconnaissez pas la justice. Cette question d'indépendance de la justice, la multiplication, n'est-ce pas, des procès, etc., on ne refuse pas les procès. Mais vous avez dépeint tout à l'heure des procès, n'est-ce pas, bon, à l'époque du PRPB, ce qu'on ne pouvait pas faire, c'est-à-dire on ne jugeait pas les gens, on les prend, on les jette à Segbana. Aujourd'hui, c'est un peu comme le Rwanda, on utilise
l'appareil judiciaire pour régler des comptes politiques, n'est-ce pas, aux opposants politiques, à ceux qui ne disent pas talon haut, il les dit talon haut. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, il est Kofi-Dja. Oui. Il a beaucoup parlé, je vais parler ici. Ne vous en faites pas. Et donc, vous savez quoi? Il y a John Locke, bien avant John Locke, Aristote et Montesquieu, et nous ont légué le principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs. Et à la fin, la leçon qu'il faut retenir, c'est qu'il faudrait que le pouvoir arrête le pouvoir. Et malheureusement, nous ne sommes pas dans ce type de schéma. Et je vais caricaturer un peu ce que je dis. Je ne sais pas si le puissant de l'instant, je vais nommer le président de la République, pour l'expérience vécue et subie, a été tellement affecté qu'il a perdu la tramontane. Pourquoi je dis cela? Dans la mesure où si on devrait faire confiance à la justice, si la justice était indépendante, lui, il ne serait pas obligé d'opter pour la malaria. Si la justice était indépendante, le maire n'aurait pas opté pour l'exil, pour la fuite. Si la justice était indépendante, à Tao, le député, l'honorable, n'aurait pas opté pour la fuite, et parce qu'on lui aurait fait croire qu'on a déjà contacté des gens ici et que sa sécurité est garantie, rentrerait et se ferait épingler. Si la justice est indépendante, le patron du patronat n'aurait pas senti la nécessité de faire recours à des avocats internationaux plus futés du droit. Si la justice était indépendante, pour finir, a dit l'ancien ministre de la Justice, l'honorable Djanoudin, ne serait pas dans un demi-exil. Voyez-vous, parce que la pression reçue par ces magistrats, je l'ai dit, vient aussi bien de l'exécutif, du législatif, des parents et des amis. Vous voulez dire que les magistrats ne sont plus libres? Ils sont comme dans un entonnoir? Non, la liberté juridique conférée aux magistrats, elle est théorique. Dans la pratique, c'est des hommes en souffrance. C'est des hommes, quand ils sont en face de vous, tiennent un discours qui est diamétralement opposé à ce qu'un coup de fil peut régler comme problème. Si déjà, en plein débat, on peut appeler un journaliste et lui dire ne continuez pas ce débat, c'est quoi alors le magistrat qui veut envoyer quelqu'un en prison et qui est du camp politique? Prenons, on a ici un homme qui a pris l'habitude de dénoncer les acteurs de corruption, Jean-Baptiste Elias. Je crois savoir, si mes souvenirs sont bons, qu'il a dénoncé une certaine magouille au niveau du ministère de l'Agriculture, si je ne me trompe pas, c'est vrai. où on a dû payer des motos à des millions. Alors que... Vous voulez remuer le couteau? Vous voulez remuer le couteau dans la plaie? Et il a dénoncé sur les chaînes de télévision, il a apporté des preuves à la radio, tout compris. Mais jusqu'à ce jour, la justice ne s'est pas saisie de ce dossier. Surtout la Criette ne s'est pas saisie de ce dossier. La Criette devrait se saisir de ce dossier. La justice ne s'est pas saisie de ce dossier. Non, la justice ne s'est pas saisie de ce dossier, mais on constate que les dossiers qui intéressent le pouvoir en place, ce n'est pas si exact. La justice s'est saisie du dossier, mais a estimé qu'il n'y avait pas vraiment de la matière. Non, simplement parce que sont épinglés là les acteurs du système en place. Le juriste que vous êtes pense que c'est bien de cela qu'il est question. Ça, c'est des choses de rue qu'on a entendues. Non, ce n'est pas la rue. Ce n'est pas la rue. C'est un acte qui a été posé. C'est une pression, c'est une conduite qui a été donnée et que l'on a respectée. Simplement parce que c'est pour ça, moi, j'ai cessé de taper sur les magistrats, j'ai cessé de taper sur le procureur parce que je me dis, c'est des gens qui, au-delà de tout, sont en train de préserver leur poste ou leur situation, mais ce n'est pas bien d'envoyer des innocents en prison, ce n'est pas bien de continuer par traquer les gens qui ne tiennent pas le même langage que vous. Vous voyez, dès que vous dénoncez quelque chose et que vous apportez la preuve de votre dénonciation, et la justice doit prendre ça au sérieux, écouter la prétention des deux parties et dire le droit, de façon, la pureté même du droit, sans parti pris. Mais on n'assiste pas à cela aujourd'hui. Sinon, dès que vous êtes convoqué, interpellé, vous pouvez aller et répondre si vous avez confiance en votre justice. Regardez tous ces gens-là, et ce ne sont pas des délinquants de rue, des délinquants de prestige, mais qui fuient la justice. C'est quoi alors un citoyen lambda va aller faire devant la justice? Donc, nous sommes en présence d'une justice à double vitesse. Une justice pour les pauvres et une justice pour ceux qui sortent de la cuisse de Jupiter. Oui, mais Maître Baparapi, est-ce qu'on en est véritablement à ce niveau aujourd'hui? Oui. Je crois que après avoir planté le décor
politique et le contexte dans lequel aujourd'hui nous sommes amenés à dénoncer les dérives, donc comment on appelle ça, de la mainmise de l'exécutif sur le judiciaire, qui est un pouvoir. Il a cité les auteurs, John Locke, et surtout Aristote, surtout Montesquieu, qui a parlé, n'est-ce pas, de la séparation des pouvoirs, n'est-ce pas, pouvoir judiciaire, et l'exécutif, et le législatif, et puis le judiciaire. Au temps moderne, on a ajouté le quatrième pouvoir qui est le vôtre. Oui. Mais si aujourd'hui, nous prenons sous ce prisme-là les institutions de notre pays, Monsieur Joël, mais vous voyez ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Il se passe quoi à l'Assemblée nationale? Mais il se passe que c'est une assemblée de godions, de gens qui, n'est-ce pas? D'ailleurs, le président de la République a dit: je veux que vous me votiez les lois aveuglément. Et ils le font aveuglément. Vous êtes ici, vous avez été témoin de la manière dont le président de l'Assemblée a rabattu le caquet, donc au jeune Guy Mitokwe. Et on lui a rappelé, n'est-ce pas, des discours, n'est-ce pas, incendiaires que des députés ont eu à prononcer sous son regard au temps de Yahi. Vous comprenez? Donc, cette assemblée, au point où des députés de comment on appelle ça, de haute personnalité à l'Assemblée nationale de premier rang, qui disent, mais je me demande, mais nos collègues, là, on ne sait pas, est-ce que, le président Talon a amené leur nom à Guanamé là-bas, et puis donc on les a... Non, mais revenons sur notre sujet, s'il vous plaît. Vous allez à l'Assemblée. Non, on est à notre sujet. Mais puisque c'est de là-bas aussi qu'on vote, n'est-ce pas, toutes ces lois-là, vous comprenez? Tout ça a quel lien avec la justice? Oui, ça a de lien avec la justice, puisque... Mais la justice est chargée de l'application des lois. Le vote vient du Parlement. Le vote vient du Parlement, Monsieur Joël. Il y a un lien étroit. Vous comprenez? C'est pourquoi lorsque le magistrat va va au-delà de ce que la loi a dit, on dit non, cher ami, un magistrat ne dit pas la loi. C'est le Parlement, on le rappelle à l'ordre. Il va au-delà de ses prérogatives. Donc, l'Assemblée nationale est sous la botte, et le président de l'Assemblée lui-même a dit que lui il est de la mouvance et qu'il est prêt à exécuter tout ce que le président de la République lui demande. Car à celui qui va contrevenir donc à ce principe-là. Deuxièmement, la justice. Mais vous voyez, moi je suis un ami, c'est de notoriété dans le barreau que je suis un ami, donc au président de la Cour constitutionnelle, au garde des Sceaux. Vous comprenez? Mais le président de la Cour constitutionnelle, mais on discutait de la vision de notre justice par rapport à ce qui se passe dans le régime Yahi. Mais je méconnais complètement ce qui se passe aujourd'hui pour passer même garde des Sceaux, un ancien garde des Sceaux. Vous comprenez? Des exemples sont légion. Premièrement, tout ce que le Conseil des ministres décide, s'il décide du sort de quelqu'un, eh bien, la justice n'a qu'à entériner. Le cas Métonnion est là, n'est-ce pas? C'est du Conseil des ministres qu'on a dit que voilà, il y a eu détournement, il y a eu commission occulte, etc. Et qu'on a perçu 11 millions pour placer des milliards de la chose là pour appauvrir, affamer, donc comment vous appelez? Les retraités, et puis bref, tout ça là a été dit. On dit on saisit la justice. Bon, Métonnion, il avait confiance en sa justice. Il y est allé. Les résultats, mais c'est 5 ans ferme, alors que le dossier est vide. C'est d'autant plus vide qu'aujourd'hui, il circule dans les réseaux sociaux plus de 11 milliards qu'on a prétendu avoir envoyé 4 milliards 500 millions de la Bible, de la CNSS, et 5 milliards, 500 millions, si je ne m'abuse, de choses-là, du trésor public. On dit que ces fonds-là n'ont jamais atterri dans les caisses de la BIPE. Bon, alors que reproche-t-on? Mais voilà quand même les réalités, on a tout dénoncé. Maintenant, il a été condamné
Vous comprenez? 5 ans de prison, sans rien. Pourquoi vous dites sans rien? Il y a une plaidoirie. Non, quelle plaidoirie? Ça, moi, c'est-à-dire si c'est pas... si c'est pas les parents, les populations, les clients eux-mêmes, mais c'est des dossiers dans lesquels, normalement, les avocats ne plaident pas. Ah bon? Oui, parce qu'on connaît déjà la décision à l'avance. Au Sénégal, ça s'est passé. On fait grève de choses, on dit, bon, voilà, les voilà, eh bien, condamnez-le, puis on sait déjà ce que la condamnation. Mais c'est de ça qui c'est comme ça. Et non donner, bon, venir faire l'effet de manche. Mais écoutez, voilà un juge ou la Cour constitutionnelle, dont on dit que les décisions, n'est-ce pas, s'imposent à tout le monde, à toutes les institutions. Voilà une Cour constitutionnelle qui dit que, le procureur a violé la Constitution, le juge a violé la Constitution, etc., etc., toute une série de décisions de la Cour constitutionnelle. Dans le dossier dont vous évoquez. Oui. N'est-ce pas? Et puis bon, on dit non, tout ça là, c'est zéro. Allez, on va au fond. Mais écoutez, dans quel pays on se trouve? Ce n'est pas fini. Pour maintenant encore, on peut dire, voilà, c'est bon, on l'a jugé, et puis bon, les avocats. Mais et Atao? Et Atao? On l'a pas jugé? Atao, il est en train d'être jugé. Le dossier est encore autre chose. Mais ce que je veux dénoncer, oui, en tant que militant des droits des hommes, militant des droits de l'homme, parce que tout avocat est militant des droits de l'homme. Mais vous voulez être pleinement? Oui, pleinement, oui. Puis, je vais vous donner une, vous m'excusez, comment on appelle ça, une anecdote. Oui. On était au congrès de l'UIA, à l'hôtel Azanaï. Mes clients, Kassa Mompo et ses collègues, pour le dossier, pour avoir dénoncé au temps de Yahi le détournement de près de 20 milliards pour la fête du 1er août, oui, et à Natitengou. Mais ils ont marché, on a tué le jeune Fawaz au cours de ces marches-là, mais on l'a arrêté, mais on l'a déporté, donc, comment on appelle ça, le juge à l'époque, c'est le président, le juge Ahéyenou, donc il a déporté, on les a déportés, et de la prison civile de Natitengou à Misrété, hors de leur environnement. Comment les parents peuvent aller envoyer manger de Natitengou jusqu'à chose? C'est des gens de parents très pauvres. Vous comprenez? Et au cours de l'UIA, j'ai appelé au cours de cette réunion, il y a des avocats de notoriété internationale d'un peu partout, de la France, du Brésil, etc. Et je m'enchaînais, j'ai dit, mais voilà, je suis avocat de tel, je suis militant des droits de l'homme, mes clients sont victimes de violations des droits de l'homme, etc. Et que, bon, les avocats n'ont qu'à cotiser pour faire... Mais le présidium dirigé par le bâtonnier de l'époque m'a rabattu le cas, qu'on ne veut plus m'entendre parler de cette affaire-là, qu'on n'est pas dans un forum politique ici. J'ai dit, ah bon, ici, là, bon, il faut me faire sortir alors. Mais c'est un blanc, j'ai oublié son nom, un avocat français qui a pris la parole pour dire, mes chers confrères, mais un avocat est avant tout un défenseur des droits de l'homme. Et de prendre au sérieux ce que le confrère est en train de dire, parce qu'il s'agit de la violation des droits de l'homme, mais tout avocat doit pouvoir s'y impliquer. C'est comme ça que j'ai eu la paix, et on m'a commencé par me dire, ah, droits de l'homme, et on m'a laissé parler. Vous comprenez? Oui, et donc tout ça, on en a tiré le son, oui, on s'est dit que ça ne va plus se répéter. Ça ne va plus se répéter, oui. Et on constate que, mais c'est pire aujourd'hui, on est plus dans une... Mais je dis qu'on n'est plus dans une république démocratique moderne, mais on est dans une république barbare, une république bananière. Vous faites attention à vous. Non, je suis prêt à l'assumer. Une république bananière où il n'y a plus de loi, où la loi, oui, c'est l'humeur du chef. Donc comment vous dites ça? Quand vous avez donné le cas là, vous avez donné le cas là. C'est des exemples concrets. C'est pas que je suis en train de... Le cas Métaillon. Je ne suis pas en train de déblatérer. Je suis... Bon, allez-y pour d'autres exemples, pour illustrer ce que vous dites. Voilà pour Métaillon. C'est de la présidence que ça a été décidé. Et tout DG, ministre, tout ça là sont passés sur le plateau de télé pour faire... Et mieux, lors de la rencontre des syndicats avec le président de la République, le président de la République a dit, mais écoutez, vous dites Métaillon, d'accord, mais le dossier est devant la justice. Vous me dites d'intervenir. Moi, je ne peux pas intervenir. Ici, c'est vous.
vous placez vos fonds. Pourquoi eux ne sont pas allés placer leurs fonds à la BIB, ils ont placé leurs fonds ailleurs? C'est vrai, le chef d'État n'a-t-il pas dit ça? Oui. Mais pourquoi? En toute indépendance. Comment en toute indépendance? Il est président du Conseil supérieur de la magistrature, mais lorsqu'un dossier est pendant, il donne sa position. Et donc, du coup, le juge, dans sa condamnation, a tenu compte de ce que le chef du Conseil des ministres d'abord, ensuite, le chef de l'État lui-même, ce qu'il a dit. Mais la preuve... Le juge avait tenu compte de tous ces éléments. Mais comment? Puisque moi, j'ai dit, au cours de ma prière, j'ai dit non, que c'est comme ça, que c'est la présidence qui a chose, on ne sera pas surpris, et ça, la décision a été entérinée. Mais là encore, mais Katao. Oui. Katao, il faut laisser tomber les implications politiques dans un dossier, mais voir ce qui ressort des droits du citoyen. Allez-y, parlons du droit. On n'ira pas au fond, puisque le dossier se poursuit. Non, le dossier n'ira pas au fond. Mais écoutez, voilà quelqu'un qui, volontairement, un élu de la République, c'est parce qu'en matière pénale, la personnalité du délinquant, ça compte. Et à l'époque, il bénéficiait de l'immunité, n'est-ce pas? De l'immunité parlementaire. Donc, il est insusceptible de poursuite. Ils y débarquent pour dire, bon, j'ai confiance à la juge de mon pays, moi je vais me présenter. Il se présente, effectivement, un juge prend une décision pour dire non, moi, refus de poursuite. Là encore, pas de problème. Mais le garde des Sceaux qui dit que des magistrats qui ont osé, n'est-ce pas, et prendre de telles décisions en rendront compte. Comme si le magistrat n'est plus indépendant. C'est déjà un faux pas. Mais c'est déjà un faux pas. Mieux, par rapport au mandat d'arrêt. Le garde des Sceaux qui monte au créneau pour dire ah non, voilà. Mais ça me rappelle à l'époque de Kérékou 2, où il s'agissait de l'affaire Mani. Et c'était le confrère, encore c'était un avocat, Dorothée Sosa. Mais par rapport au transfèrement, les magistrats ont fait grève pour dire mais comment ce n'est plus possible, c'est pas possible. Comment on dit comment on appelle ça, comment vous appelez ça, le fait de, j'oublie le nom technique en droit, de transférer donc quelqu'un un peu comme Talon était là-bas à l'extradition. Voilà. Merci pour le mot. Mais l'extradition répond à des normes et c'est un principe de droit. Un État ne peut pas extrader son propre national vers un État tiers. C'est pas possible. Et voilà donc, sous la pression du Nigeria, au temps de Kérékou 2, affaire Mani, sous injonction de Nigeria, on prend tous ces gens, donc dont un beau-frère d'ailleurs, donc pour dire bon allez. Mais les magistrats ont fait grève pour dire jamais ça ne peut pas se faire. Et ils ont trouvé une formule. Et le garde des Sceaux à l'époque, et Dorothée Sosa est venu pour dire non, qu'il ne s'agit pas d'une extradition, mais qu'il s'agit d'un transfèrement. Après interpellé, il se dit non, c'était le garde des Sceaux qui a parlé, c'est pas l'avocat ni le professeur agrégé de droit. Donc c'est pour vous dire quoi? Vous avez l'impression que dans le dossier Atao, ça a été une juste apposition. Oui, comment? Qu'est-ce que vous regardez le garde des Sceaux dans cette affaire? Rien. Oui, on se rappelle la réaction des magistrats. Des magistrats. Oui. Alors donc, il ne devait pas. Et maintenant, on vient, on dit non, que pourquoi le juge a rendu ce mandat d'arrêt, il doit aller en prison, on vient l'enlever, on le tabasse. Il est là encore, cloué au lit. Non, pas ça, c'est qu'on l'a tabassé, c'est lui qui a tabassé. Non, on le tabasse. Mais comment? J'ai fait un point de presse. Oui, vous avez fait un point de presse. J'ai fait un point de presse. Mais vous devez la vérité. En présence du confrère qui a vécu la situation. Maître Bokovo. Alors, on le tabasse proprement, mais il s'agit de policiers. Un policier est censé avoir appris au moins la savate ou bien les arts martiaux pour se défendre. Et ceux qui sont envoyés, ça doit être des barbouzes. Donc, des gens qui maîtrisent vraiment le karaté. On sait, moi je suis ceinture noire. Vous comprenez? Donc, je sais là où il faut taper quelqu'un pour le descendre. Il est Kofidja. Alors, donc, voici des exemples concrets. Et le dossier est encore là, on le prend, on le jette en prison, et puis bon, allez, peu importe tout ce que le juge a décidé comme chose là. Si à l'époque, le président Talon, quand l'autre, le juge Angelo, a dit non-lieu, et bon, malgré le non-lieu, bon, on fait tout possible, on le prend, on le met en prison, mais quel état nous présentons comme état de droit?
Donc aujourd'hui, le Parlement est sous ordre, la justice est sous ordre. Heureusement qu'il y a certains magistrats donc, qui s'y refusent, qui grognent, mais ils n'ont pas le pouvoir. Regardez la criette. Mais on a choisi des gens, et puis criette, on ne sait même pas, c'est un machin. Ce n'est ni une cour, ce n'est ni un tribunal, puisqu'elle peut connaître de délits, elle peut connaître de crimes, elle peut connaître, c'est-à-dire, c'est un, vous m'excusez le terme, c'est un prêchi-prêcha, comme le disait Marx. Oui, vous comprenez? Un prêchi-prêcha, en tant que juriste, on ne se retrouve même pas. Le juriste que vous êtes, comment le Bénin en est-il arrivé à ces résultats? Oui, c'est tout de suite par la médiation. Parce que le Bénin était bien parti, quand même, il faut l'avouer. Il y a eu beaucoup de pas heureux de poser qui ont inspiré certains pays de la sous-région que je ne veux pas évoquer ici. L'après-Kérékou nous a fait connaître des dirigeants modernes, mais d'une arrogance diabolique. Que cela soit Soglo, Jaï Boni, aujourd'hui Talon. Et ce qui est triste, c'est que ils nous font tous regretter l'âme de ce général qui n'a pas fait cadeau aux communistes, mais qui aujourd'hui peuvent dire qu'ils avaient été bons. Tout est là. Et aussi, la qualité des dirigeants, de ceux qui nous dirigent, pose fondamentalement problème. Et ce que j'appelle la morale, on enseigne aux enfants aujourd'hui le civisme. Et dernier élément, la crainte de Dieu. Sinon, comment comprendre qu'un agrégé, c'est une institution en droit, donc quelqu'un qui manipule ou qui manie le droit avec aisance, puisse accepter que de tels dérapages soient présents dans une république qui se dit de droit. Alors, vous évoquez là la responsabilité individuelle. Oui, parce que le chef peut avoir des envies, mais les cadres qui l'entourent peuvent apporter leur caution autrement. Peuvent s'opposer à cela en disant non, mais j'ai été formaté pour. Mais moi, je dis le droit à défaut. J'abandonne le poste. Je dis le droit. Alors, donc, si on doit faire un diagnostic de ce que la justice vit aujourd'hui, ça dit c'est un problème d'homme. Un problème d'homme. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et je trouve que le doyen Parapé est trop récent dans ses analyses. On a tué, nous sommes dans un état de droit. On a tué Daïva. Je n'aime pas un lien, un vinculo direct avec la famille Daïva. Je ne suis pas son fils, ni de près ni de loin. Mais je continue de pleurer ce disparu. Je dis disparu parce qu'on n'a pas trouvé son corps quelque part et il a eu la sépulture auquel il aurait droit. Mais nous sommes dans un état de droit. On nous a promis qu'on va trouver l'auteur de cette infraction. Et le dossier est toujours d'actualité. Il est quotidien. Non. De quelle justice parlons-nous? Une justice aussi lente? Volontairement? Il y a plus... Mais c'est des priorités, ça. Non, attendez. Justement, il y a plusieurs dossiers. Mais ça, c'est des priorités. Ça fait partie des priorités. Ça fait partie des priorités. Affaire ici, ces services. Nombre de Béninois ont laissé leur peau. D'aucuns sont devenus fous. C'est pas parce qu'ils ne sont pas allés au Djako qu'on ne va pas. D'aucuns sont devenus désaxés. Ah oui, je ne t'arrête pas, mais vous permettez juste une question, oui. Vous n'avez pas attardé, je vous donne la parole, c'est lui qui parle. Mais dans ce dossier, justement, affaire ici ces services-là, on a déposé, on a arrêté un certain nombre de personnes, mais depuis, la justice n'a véritablement pas commencé le travail, et ils sont là, ils se reposent en attendant. Bon, comment ça se passe? Non, voilà, et je crois que là, maintenant, on se complète, parce qu'il avait dit que je ne suis pas allé loin dans la chose, mais... Vous avez posé votre problème de façon précise. C'est de façon précise. Oui, tout à fait. Il y a 2 ans et demi. Vous comprenez? Tout à fait. Et c'est dans ce créneau-là que nous sommes en train... Tout à fait, on est dans ce créneau-là. Oui. Bien. Alors, vous avez reçu un avocat, professeur agrégé de son État, qui vous a dit qu'en pleine audience, on est une dame magistrate et présidente de cette cour-là, qui a dit non, dans une heure, moi je vais à la retraite, faites vite, et puis bon, allez, on m'a dit d'arrêter, j'arrête. 5 minutes de plaidoirie, 0. Donc,
c'est pas ailleurs, c'est encore dans le régime Talon, là, affaire ICC Service. Vous comprenez? On dit d'arrêter, on a arrêté. Les gens sont toujours en prison depuis plus de 7 ans. Ce n'est pas fini. Mais tout récemment, je suis l'avocat un des avocats de Daïvo avec le cabinet de l'ancien garde des Sceaux, Djogbenou. Mais en pleine audience, on faisait le débat. Et puis, bon, le procureur général qui vient pour dire, bon, sur instruction écrite des gardes des Sceaux. Des gardes, il y en a plusieurs. Pardon, du garde des Sceaux, s'il vous plaît. Sur instruction écrite du garde des Sceaux, ben, nous allons arrêter ce procès pour faire intervenir, n'est-ce pas, tout ce qu'on a cité ici. Or, en matière d'assises, lorsqu'au cours des assises, vous citez des gens, mais écoutez, le procureur réserve les droits, on finit avec ceci, et puis bon, mais on mène une nouvelle enquête. Parce que quoi? Si on doit arrêter et dire, bon, on va d'abord rechercher, mais ceux qui sont en prison, on va dire, bon, liberté provisoire, mais là, on a refusé. Donc, c'est du non-droit. Ce qui se fait là. Oui, c'est du non-droit. Et je suppose, dès qu'un procureur de la République, le président Adrien Mbedji, c'est un ancien magistrat, oui. Donc, il sait de quoi je parle quand je parle de instruction écrite. On dit la plume est serve, hein, la parole est libre, la plume est serve. C'est sur ce principe que les procureurs aux ordres, parce que ça, c'est de notoriété, un procureur de la République répond de la chancellerie, pas le procureur général. Donc, toute la chaîne, depuis le parquet jusqu'au procureur général, ils sont directement rattachés au garde des Sceaux et du garde des Sceaux à la présidence. Donc, ils peuvent recevoir des instructions, mais s'ils ne veulent pas exécuter, ils peuvent demander à l'autorité et donnez-moi des instructions. Donc, on suppose que l'actuel garde des Sceaux aurait donné des instructions pour arrêter le procès d'Aïvo, mais comme il n'y a pas d'écrit, le procureur général a dû dire « Ah, monsieur le ministre, avec tout le respect que je vous dois, donnez-moi des instructions écrites. » Vous comprenez? Mais avant ça, ça n'a pas été facile. L'ancien garde des Sceaux est resté 2 ans au ministère. Tout le monde, parce qu'on a dit qu'il y a des cadavres dans le placard et que, donc, à l'arrivée du président Talon, on va débusquer donc ces cadavres-là pour éclabousser le régime. Et puis, ils aiment tant dire que régime Yahya. C'était l'occasion de sortir ces cadavres pour montrer ce que Yahya a fait. Mais pourquoi n'a-t-on pas fait? Il a dit, 2 ans après, il a fallu des pressions pour que, donc, on programme maintenant. Mais les déballages, ça allait bon train. Quand on a dit, ah non, arrêtez sur instruction écrite. Donc, monsieur Joël, voici des illustrations que j'apporte à la dépendance, donc, de notre appareil judiciaire qui reçoit des instructions, en tout cas pour certains magistrats, qui reçoivent les instructions directes pour certains dossiers, donc de la présidence et du garde des Sceaux. Voilà. L'avenir. C'est des exemples concrets et vérifiables sur le terrain. Il faut qu'on cesse de se voiler la face. Tant que le président de la République va siéger au Conseil supérieur de la magistrature, la justice ne sera jamais indépendante. Qui pisait, ceux-ci veulent même avoir le ministre de la fonction publique comme membre. Ils ont mis le ministre des Finances et de l'économie comme membre. Donc vous pensez que c'était pas une bonne étude comme... Tout le gouvernement serait membre du Conseil de la magistrature. Et par conséquent, c'est des gens qu'on ne pourra jamais poursuivre. Mais le second nom de Dieu, c'est le temps. Il a fait plus. Il est là où il est aujourd'hui. Il est Kofidia. Si vous devez conclure en 15 secondes. Non, la justice était en souffrance. Maintenant, elle est morte. Oui, Maître Baparapé. Non. Vous voyez, c'est... 15 secondes. 15 secondes. La justice, n'est-ce pas, fait partie, est le pilier de la démocratie. Si ce pilier-là est détruit, eh bien, on ne peut plus parler d'état de droit. Vous comprenez? Donc, dans cette même mise d'institution, mais la HAC, il a dénoncé. On vient, on ferme votre sous là, et puis bon, c'est la HAC qui prend décision de fermer. Mot de la fin. Alors, donc, mon mot de la fin, c'est que, comme au temps du PRPB, on n'a pas perdu espoir, comme au temps des 10 ans du yaïsme,
on n'a pas perdu espoir, eh bien, l'espoir est permis et c'est notre âme la plus puissante. Merci Celui qui à reste vous. derrière l'espoir, n'est-ce pas, la victoire est avec lui. Merci à vous, maître Parapé. Merci, il est Kofidia, oui, l'espoir est toujours permis. Quoi qu'en soit la situation, sachez toujours qu'il y a un jour, et comme on le dit, l'autre nom de Dieu, c'est le temps. Merci de nous avoir suivis. 100% Bénin, ce sera tout. Pour l'émission du jour, qui parle de droit, ne peut ne pas parler de Montesquieu. Et c'est sur l'une de ces citations que je mets définitivement un thème à l'émission du jour. Il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice. C'est sur ces notes que je vous dis à très vite de vous retrouver toujours avec le même entrain. Au revoir. Merci.